Là. Ah. Bonjour Anne. Bonjour Dominique. Donc nous sommes au salon festif de Monéto en compagnie d'Anne de la Flotte, Médévi. J'ai un peu de mal à dire le nom complet, parce que pour ne rien vous cacher, on se connaît depuis quelques années. Alors, bienvenue à Festilivre. C'est la première fois que tu viens? Oui, il se trouve que j'étais là cet automne. Non mais c'est bien, c'est bien avec plaisir. Et donc quand j'ai vu que Anne de la Flotte, je dis je peux pas la rater. Alors, parle-nous de ton dernier, notamment là, donc c'est Trop humain. Tu m'as dit que ça parle un peu de Thury, le village où on a grandi. Oui, alors topographiquement, c'est notre village. D'accord. Maintenant, voilà, des gens qui connaissent bien le lieu, qui sont enracinés depuis longtemps, trouveront peut-être qu'il y a certaines trajectoires de mes personnages qui leur rappellent quelqu'un, mais voilà, c'est très distillé. La personne qui est au cœur du roman s'appelle Suzy, c'est une très vieille femme. Ouais. Qui a passé les 90 ans, mais qui est très vaillante toujours, et qui tient le café du bal, ouais. Seule, sans aide, ni humaine, ni robotique. Elle y tient, toute seule. Et donc elle ouvre le matin la porte du café du bal avec un peu mal au ventre, on ne sait pas trop pourquoi, ouais. N'est-ce pas? Et puis le soir, elle referme avec soulagement et très fière d'avoir ouvert cette porte. Évidemment, si elle devait la maintenir fermée, ça voudrait dire quelque chose d'un peu moche. On ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, voilà. On entre dans le roman en découvrant cette femme, dans ce lieu où elle est née, où elle a toujours travaillé, où elle a toujours vécu. Voilà, il se trouve que dans ce village, il y a un jeune retraité qui s'appelle Monsieur Peck, qui a acheté le presbytère. D'accord. Et Monsieur Peck est un monsieur qui a toujours travaillé dans l'ingénierie robotique. Et donc il débarque au café du bal de Tarcy, un jour accompagné d'un androïde dernière génération, une Ferrari en la matière, une très belle bête, racée, et donc qui s'appelle Chap. Ouais. Et donc Suzy est un peu en colère. Elle dit franchement, Monsieur Peck, vous pensez qu'on n'a pas assez de problèmes que de faire des outils à notre image, on n'a pas assez de nœuds à démêler. Donc elle est assez exaspérée. Et puis, il s'avère que cette machine connectée, qui est bardée de statistiques et de moyennes, va s'interroger, va être stimulée par cette curiosité qu'est Suzy, qui est une si vieille dame. Et donc, quand il lui demande un jour, étant donné votre date de naissance, étant donné la loi sur les retraites de 1983, comment se fait-il que cette porte soit encore ouverte? Et donc, c'est une machine qui lui pose la question, parce que j'ai bien peur que personne autour d'elle n'avait eu l'idée de la poser. Voilà, c'est le début du roman. Mais tel que tu le décris, ça ressemble bigrement à un livre de science-fiction. Non, parce que alors Chap, c'est peut-être une anticipation de 5-6 ans. Hein. D'accord. Oui. C'est quand même un peu anticipation, tu joues un peu sur les mots quand même. Anticipation si on veut. En tout cas, moi j'étais consciente de faire un roman qui est un exercice de grand écart passé-avenir. Parce que c'est un outil high-tech, un outil anticipé. Oui. Et qui va poser une question qui va faire que Suzy va replonger dans son passé. Et donc on va essayer d'aller à l'origine du gâchis que constitue peut-être une part de la vie de Suzy. Et on va chercher dans sa biographie à elle, et peut-être dans la biographie de sa mère, et peut-être dans la biographie de sa grand-mère. Est-ce qu'on va arriver à l'origine du gâchis? Pas sûr. Et peut-être que Chap pourra corréler des informations qui nous échappent et qui pourra, lui, à force de corrélation, trouver à notre place l'origine de ce gâchis dans la vie de cette femme. Alors, j'ai bien compris de toute façon que l'humain était au cœur du roman. Évidemment. Voilà, comme dans tous tes autres livres. Et donc c'était ça le cœur du sujet. Est-ce que, au-delà de l'humain, la recherche justement de son passé, des racines, c'est quelque chose qui est important pour toi aussi? Oui, comme c'est important pour nous tous, mais je dirais que c'est pas ça qui me motive d'abord. Moi, dans tous mes romans, c'est comment on habite ce monde dans mes romans. Et on l'habite par le geste. Oui. Ça peut être le geste musical, le geste paysan, et on l'habite à travers nos outils. Je veux dire, on ne sait pas être au monde, nous,
les humains sans outils pour entrer en contact avec lui. Et moi, je dirais que s'il y avait un point commun à tous mes romans, c'est ça. D'accord. Plus qu'une recherche sur le passé, oui, entre autres, ça m'intéresse évidemment, mais je dirais entre autres. Mais mon premier intérêt, ce qui déclenche l'idée d'un roman, c'est souvent d'enquêter sur une manière qu'on a d'être au monde, oui, individuellement ou collectivement. Par le geste laborieux, ou par le geste musical d'ailleurs, hein, ou le geste de l'écriture, ou le geste du restaurateur d'art, comme le relieur. Oui. Oui, j'y pensais justement. Et donc le livre des heures, là, donc ça parle par contre de Notre-Dame, du pont de Notre-Dame, c'est ça? Voilà, le livre des heures, ça se passe au XVe siècle à Paris sur le pont Notre-Dame. Alors là encore, ce qui m'intéressait, c'était la couleur dans ce qu'elle a d'éminemment physique et d'organique, c'est-à-dire ce monde décomposé en matière minérale, végétale, animale, et que l'être humain recompose pour faire finalement une abstraction qui est un aplat de couleurs. Voilà, c'était ça que j'avais envie d'explorer. Et comme j'ai un biais livresque, oui. Quand j'ai pensé couleur, manufacture de la couleur, j'ai pensé livre enluminé, donc j'ai pensé Moyen-Âge, donc je me suis dit, tiens, je vais aller du côté de la Sorbonne, les mecs devaient être rassemblés là, donc les enlumineurs. Je découvre que la crème des enlumineurs, éventuellement, était sur le pont Notre-Dame, qui était surmonté à la fin du XVe siècle de très belles maisons, harmonieuses, architecturalement. Comme tous les ponts de l'époque. Oui, et ben j'y avais jamais réfléchi, donc ça m'a enchantée. Et en plus que ce soit entre ciel et eau, moi qui voulais quelque chose d'organique, me voilà entre ciel et eau. Et donc l'idée m'intéressait. Et donc j'ai décidé que l'atelier d'enluminure, qui allait être au cœur du roman, se situerait sur le pont Notre-Dame et que ce serait une petite jeune femme, Marguerite, au caractère bien trempé, qui allait incarner cette quête de la couleur. D'accord. Alors, je vois aussi le théâtre de Slavek avec un accent qu'il n'y a pas vraiment en français, donc ça parle de République tchèque. Oui. Je prononce d'ailleurs peut-être mal, c'est peut-être pas Slavek, mais c'est un accent. Slavek, oui. Ouais. Moi, on pourrait dire que la République tchèque, c'est mon deuxième pays. Je m'y suis mariée, mes enfants y sont nés, j'y ai vécu très longtemps à demeure et j'y suis encore très très régulièrement. Et le théâtre de Slavek, c'est un hommage à l'histoire de ce pays qu'on ne connaît pas très bien dans le pays francophone. Ouais. Donc ça se passe au XVIIIe siècle, au cœur de Prague, et là encore, celui qui nous ouvre la porte de l'histoire tchèque du XVIIIe et en deçà, eh bien, c'est ce personnage de Slavek qui travaille dans un théâtre, qui est celui qui descend les grands lustres, qui place les bougies, qui n'est pas acteur direct de l'histoire, mais qui la rend visible. C'est dans les coulisses, quoi. Et c'est lui qui la rend, visible possible, à autrui. Qui rend possible le théâtre. Ouais. Ce qui est toujours important, parce que souvent on les néglige, mais tous les gens qui œuvrent derrière sont aussi des gens qui sont indispensables. Bien sûr. Et très bien. Et bon, je vois Sanderling, le titre m'interpelle. Ça veut dire quoi? Ça parle de quoi, Sanderling? Alors c'est le Becasso Sanderling. C'est un roman sur le monde rural dont je suis issue. Oui, bah oui, les deux. Et c'est un roman, je ne sais pas ce qui m'a pris de vouloir commencer ce roman sur le monde rural en parlant du plus efficace petit migrateur de la Terre, qui est le Becasso Sanderling, qui nidifie au Groenland et qui migre jusqu'en Afrique du Sud. Certains font une halte à Quiberon, les plus vieux, les plus jeunes, on les pas quand même, on sait s'arrêter. Mais voilà, et donc ça commence par cette espèce de questionnement sur ce monde rural. Il commence par un jeune paysan, agriculteur de nos régions, qui fait un voyage au Groenland. D'accord. Et qui en revient, sinon je n'ai pas de roman. Et qui en revient avec un regard, le regard un petit peu décalé de celui qui a voyagé. Et il se trouve qu'il est accompagné à son retour par une catastrophe naturelle qui va... Voilà, les paysans du coin vont devoir se mettre d'accord. Ok. Oui, donc ça parle encore du monde rural, là, finalement. Oui. Oui, mais très bien, c'est un très bon sujet. Et donc, par curiosité, la suite, tu as déjà quelque chose d'autre qui est en cours ou pas du tout? Oui.
On peut en parler ou pas du tout? Alors, tu parlais de est-ce que le passé, l'investigation Ouais. du passé t'intéresse? Ouais. C'est une réponse dérivée, c'est sur l'héritage. J'ai envie de réfléchir à l'héritage, mais de me confronter au sujet en commençant par un rêve. D'accord. Donc ça, c'est prochain bouquin sans doute, mais 2025, 2026. Oui, peut-être septembre 2025 ou janvier 2026. D'accord, oui. À peu près un an, quoi, parce qu'il faut le temps de le faire, il n'est pas fini. Pas tout, non. Non, ok. Eh ben, merci Anne, très bon salon, Merci à toi, Dominique. et ravi de t'avoir revu.